Bonjour et bienvenue sur CGTN Français. Aujourd'hui, nous nous focalisons sur l'initiative Ceinture et Route, lancée en 2013 par le président chinois Xi Jinping. Dans un instant, l'ouverture du deuxième sommet sur la coopération internationale Ceinture et Route autour de la thématique Construire ensemble l'initiative Ceinture et Route pour un avenir radio aura lieu à Beijing. Et plusieurs milliers de délégués venant de plus de 150 pays, dont 37 chefs d'État et de gouvernement seront présents. Lors de la séance d'ouverture, le président chinois Xi Jinping prononcera un discours. Restez donc avec nous pour suivre l'événement en direct. Et pour mieux comprendre les enjeux de ce méga projet, nous avons avec nous sur le plateau M. Wu Zetian, ancien haut diplomate. Bonjour M. Wu. Bonjour. Et d'actuellement, notre journaliste Ran Yingya est sur place. Bonjour Yingya. Bonjour. Et comment se déroule l'événement sur place et quels sont les programmes du forum de cette année? Le deuxième forum de la ceinture et la route pour la coopération internationale se tiendra à Beijing du 25 au 27 avril. Avec d'autres invités et journalistes, nous sommes en train d'attendre dans le Centre national des congrès de Chine la cérémonie d'ouverture du forum qui va débuter d'ici quelques instants. Le président chinois Xi Jinping prononcera un discours à cette occasion avant de laisser place à une réunion de haut niveau. Demain s'organisera une table ronde et une conférence de presse pour publier les résultats du forum. Cette année, le nombre de chefs d'État et de gouvernement attendus au forum est beaucoup plus important que celui de la première édition, avec des milliers de représentants venant de plus de 150 pays et 90 organisations. Parmi les 37 chefs d'État et de gouvernement qui vont participer au forum, on retrouve celui de l'Autriche, du Pakistan, de l'Égypte, de la Russie, etc. Beaucoup d'entre eux sont venus des pays le long de la route de la soie. En plus, le secrétaire général des Nations Unies et la directrice générale du Fonds monétaire international assisteront également au forum. Sous le thème de la coopération de ceinture et route, former un destin commun plus brillant. Le deuxième forum vise à apporter une coopération de haute qualité dans ce cadre. Et à travers ce forum, la Chine espère un échange complet de points de vue sur les futurs plans de coopération avec le reste du monde. À vous, Cécilia. Merci Yingya pour le reportage. Des dirigeants mondiaux arrivent à Beijing pour le deuxième forum à Ceinture et Route au Grand Palais du Peuple. Le président chinois Xi Jinping a rencontré des chefs d'État et de gouvernement d'Asie, d'Europe et d'Afrique. Le président Xi a rencontré les premiers ministres de la Malaisie, des Émirats arabes unis et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Auparavant, il avait eu des entretiens avec son homologue mongol, Khaltamatin Patugla. Au cours de la réunion, le président Xi a salué les progrès impressionnants réalisés grâce au partenariat des deux pays dans la construction de l'initiative Ceinture et Route. Xi Jinping a également rencontré séparément ses homologues de Serbie, du Kenya, d'Ouzbékistan, des Philippines, de Chypre, de Biélorussie et d'Égypte. Ces chefs d'État ont exprimé l'espoir d'une coopération accrue et plus étroite dans le cadre de la Ceinture et Route. Le président chinois Xi Jinping a également rencontré le vice-président indonésien Yusuf Kala à Beijing. Il a déclaré que la coopération entre la Chine et l'Indonésie avait mené par le biais de l'initiative Ceinture et Route à plus de développement. Le président chinois a également exprimé l'espoir que les deux pays puissent accroître leur coopération et confirmer le plus rapidement possible des projets communs majeurs. Maintenant, jetons un coup d'œil sur le programme du forum. Aujourd'hui, le président Xi Jinping participera à une cérémonie d'ouverture et donnera un discours inaugural. Et une réunion de haut niveau sera organisée. Demain, le président Xi Jinping présidera une table ronde avec de hauts dirigeants originaires de 37 pays, ainsi que le secrétaire général de l'ONU, la directrice générale du FMI et des représentants de haut niveau originaire de 6 autres pays et de l'Union européenne. Après cela, il informera la presse sur les réalisations du forum. Cette année, l'un des principaux objectifs du forum Ceinture et Route est de réaliser des progrès concrets dans le cadre de grands projets et de concrétiser les plans. Ce matin, 12 sous-forums se sont déroulés et chacun s'est concentré sur un sujet très précis. Notre journaliste a interviewé des participants à la conférence des chefs d'entreprise.
Il s'agit de la première conférence des chefs de la direction pour le forum Ceinture et Route en Chine. Quelques 900 chefs d'entreprise viennent manifester leur engagement envers cette initiative. Ils représentent des multinationales et les sociétés chinoises qui se portent bien à l'étranger. L'initiative Ceinture et Route offre une excellente opportunité pour les entreprises chinoises afin de se lancer sur les marchés internationaux. Les marchés émergents sont encore en phase d'industrialisation, ce qui donne aux entreprises chinoises de nombreuses possibilités, notamment pour tout ce qui a trait à la numérisation. Les entreprises chinoises ont des bases solides dans le monde des télécommunications et de l'Internet, leur permettant de tester les marchés étrangers. L'Italie devrait être le premier pays du G7 à s'engager à l'initiative Ceinture et Route. Mais il s'agit principalement d'opportunités d'investissement dans les infrastructures. En ce qui concerne le projet de la route numérique de la soie, la liste des membres reste courte et la Chine poursuit ses efforts pour obtenir plus de grosses pointures. Et il est essentiel de le faire pour favoriser la gouvernance numérique mondiale. Pour la route numérique de la soie, ce qui est important, c'est l'évolution de l'économie numérique, mais aussi l'évolution de la gouvernance numérique. Si vous pensez au fait que l'économie numérique se base fortement sur la connaissance et que la Chine et les pays du G7, en particulier les États-Unis, sont les plus grands marchés de l'économie numérique du monde, donc par définition, ils auront la plus grande influence sur l'avenir du développement de cette économie et de la cybercommunauté mondiale. Donc c'est vraiment un incontournable pour le G7 et en particulier pour les États-Unis de faire partie de cette conversation. Ce qui freine les investisseurs, c'est le manque de confiance envers l'initiative Ceinture et Route. Cela inclut les préoccupations liées à la dette, à l'environnement et à l'impact économique local. Quel est le meilleur moyen de gagner le cœur des pays et des grandes entreprises? Pour moi, la chose la plus importante, c'est de faire des projets qui auront du succès, avec des exemples de réussite. Les gens vont comprendre les avantages de ce genre de communauté. Deuxièmement, il faut que ce soit pratique, que ce soit de vraies choses. Et finalement, il faut que cela génère de très bons revenus lors de leur utilisation pour exclure les questions relatives au financement durable. La princesse royale, la princesse Piloluvituita de Tonga, effectue sa visite du 21 au 26 avril en Chine et participera au forum Ceinture et Route pour la coopération internationale à la fin de cette semaine. Malgré la distance, ce pays insulaire situé dans le Pacifique Sud cherche à approfondir sa coopération avec la Chine. Et ce lundi, notre journaliste Liu Yuting s'est entretenu avec la princesse des relations entre les deux pays et nous l'écoutons. I think there are several levels of a relationship. There is, of course, the official relationship between the two governments, and then there's the people-to-people relationship, which is very important as well. But also, I think it allows a better understanding between the two people. I'm a Tongan, but I'm here as patron of the Pacific China Friendship Association, representing the 16 island nations. And so I will be looking for opportunities to strengthen the economic ties between the Pacific and China. I think by traveling to China, we create a better understanding of the people of China, and we like to encourage our friends and our partners in China to visit us in the South Pacific. I think the challenge is more geographical, because most of the islands in the South Pacific, they don't have regular flights. I would like to see more investment from China in the countries of the South Pacific, and in that way we can help ourselves to get better communication. Belt and Road ends in Indonesia. So in order to cover the South Pacific, we of the Pacific China Friendship Association would like the Belt and Road initiative to extend to the South Pacific. We call it the Pearl Maritime Road. That extension goes from Indonesia into the South Pacific and to all the South Pacific countries. Then we believe the Belt and Road will be truly global.
Un nouveau mécanisme a été mis en place afin de créer un environnement fiscal plus favorable pour les entreprises participant à l'initiative Ceinture et Route. Des responsables fiscaux et des experts de dizaines de pays et d'organisations internationales se sont réunis en Chine pour un forum sur le nouveau mécanisme de coopération fiscale connu sous le nom de Britacom. Cette rencontre intervient alors que le commerce et les investissements continuent de croître au sein des régions participant à l'initiative Ceinture et Route. En 2018, les investissements directs non financiers des entreprises chinoises dans les pays traversés par Ceinture et Route ont enregistré une augmentation de près de 9% sur un an. Liao Tijong de l'administration fiscale chinoise participe à ce mécanisme depuis le tout début. Un élément majeur, comme je l'ai dit, est les taxes. Au cours des dernières années, des hommes d'affaires avaient conscience que les taxes ont des conséquences sur leur rendement après impôt. Ils sont venus nous voir en nous disant qu'il fallait faire quelque chose. Le renforcement des capacités en matière d'équité et de fiscalité devrait être le principal sujet de discussion de ce forum d'une durée de 3 jours. Pour y parvenir, il faut des règles du jeu équitables. Toutes les entreprises doivent être en concurrence sur les mêmes règles, sans discrimination. J'aime à dire que le train rempli de marchandises qui va de Chine jusqu'en Europe doit également être rempli de marchandises lorsqu'il repart d'Europe vers la Chine. Des plans d'action seront déployés pour éliminer les obstacles fiscaux transfrontaliers tels que la double imposition. 34 pays et régions, parmi lesquels le Nigeria, ont adhéré au mécanisme, tandis que 11 autres ont le statut d'observateur. Le Nigeria pourra dire « Regardez, voilà ce qu'on offre ». En effet, nous devons attirer les investissements étrangers pour faire croître l'économie. Nous pourrons alors dire que notre environnement fiscal est accueillant, que nos lois ne sont pas inégales, qu'elles ne sont pas discriminatoires, que les entreprises chinoises et celles du reste du monde peuvent vraiment investir et qu'elles pourront ramener des fonds dans leur pays. C'est la ville d'eau de Wuzhen en Chine orientale qui présente l'innovation et l'ouverture d'une Chine moderne en accueillant la conférence mondiale annuelle de l'Internet. Elle a été choisie pour accueillir le tout premier forum de Britacom. Mais ce n'est que le début pour Britacom. L'année prochaine, le forum se tiendra au Kazakhstan où les détails plus précis sur le mécanisme seront précisés. Aujourd'hui en direct sur le plateau avec nous, Monsieur Wu Zexin, ancien haut diplomate. Monsieur Wu, avant de décrypter les sujets clés du sommet de cette année, revenons sur l'histoire de cette initiative lancée en 2013. Comment évaluez-vous le chemin parcouru par l'initiative depuis ces 6 dernières années? Je dirais que c'est un chemin heureux. Heureux parce qu'à ce que je sache, il n'y a jamais eu vraiment d'obstacle majeur. Bon. Alors au début, c'était une initiative lancée à l'égard des pays de l'Asie centrale. Vous vous rappelez, c'était à l'occasion d'une visite effectuée par le président Xi en Kazakhstan. Bon. Ce sont des pays qui sont nés de l'éclatement de l'ancienne Union soviétique. Ils avaient 2 problèmes. Bon. Premièrement, déboucher sur la mer. Bon. Deuxièmement, le manque d'infrastructures. En tenant compte de ça, lors de la visite, le président Xi a lancé cette initiative. Et peu après, lorsque le président Xi est allé visiter l'Indonésie, il a lancé une autre initiative de même nature, c'est-à-dire la route de la soie maritime du XXIe siècle. C'était adressé surtout aux pays de l'Asie, des pays de l'ASEAN. Voilà. Bon. Alors, en tenant compte aussi de leurs besoins de développer les infrastructures. Et puis on a fusionné les deux pour faire une seule initiative qui s'appelle aujourd'hui Ceinture et Route. Bon, alors au début donc c'était limité, mais très vite on s'est aperçu que ce sont des besoins partagés pratiquement par tous les pays en développement.
Je veux dire, au fur et à mesure, l'objectif est devenu de relier l'Europe et l'Afrique. Bon, puisqu'on parle de la route de la soie, et l'autre bout, c'est l'Europe. C'est l'Europe. L'Europe peut très bien participer à cette coopération. Bon, et puis on s'est aperçu que, puisque ça répond aux intérêts de tout le monde, pourquoi ne pas élargir le champ de coopération aux autres continents? Du coup, l'Afrique, l'Amérique latine, bon, pratiquement tous les continents adhèrent aujourd'hui à cette coopération. Jusqu'à présent, déjà 126 pays, plus 29 organisations internationales régionales, ont signé des papiers spécifiques de coopération ceinture-route avec la Chine. Alors, et en plus, la Chine a signé des accords de coopération industrielle avec plus de 40 pays, voilà, dans le cadre de cette coopération. En plus, la Chine mène des coopérations industrielles avec des organisations de coopération régionales, telles que l'ASEAN, telles que l'Union africaine, telles que la communauté des pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Bon. En plus, avec les pays développés, on peut aussi coopérer. Voilà. La Chine a signé des documents de coopération au marché tiers avec la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et le Japon. Dans le cadre de ceinture et route. Tout à fait. Ben, c'est-à-dire, on ne limite pas les champs de coopération avec uniquement les pays en développement. Ben, on peut très bien travailler aussi avec les pays industrialisés. Voilà. Aussi bien pour les échanges commerciaux, les échanges d'investissement, mais aussi pour travailler au marché tiers. Justement, là, on peut faire beaucoup de choses. C'est pour ça que la Chine a signé des accords de coopération au marché tiers avec les pays que j'ai cités tout à l'heure. Et en plus, ben, si je veux bien montrer le développement de ce parcours de coopération ceinture-route, l'exemple de la banque d'investissement. La Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures est aussi très significatif. Dès le début, il y a déjà eu 57 pays qui ont adhéré à cette banque. Donc il y a eu 57 pays fondateurs de la banque. Et aujourd'hui, beaucoup d'autres pays se sont rejoints. Ça fait 93. Vous voyez, donc beaucoup de pays s'intéressent à cette coopération. Et puis, vous savez, ce n'est pas, cette année, ce n'est pas le premier forum. Il y a déjà eu, il y a 2 ans, voilà, un premier forum. Déjà, le premier forum, c'était un succès formidable. C'était un succès formidable dans la mesure où 29 chefs d'État ou chefs des gouvernements sont venus assister au premier forum. Voilà. Représentant, les représentants. Il y a eu 1600 participants, alors, représentant 140 pays et plus 80 organisations régionales ou internationales. Et cette année, vous voyez, le nombre est encore plus important. Exact. Voilà. Et comme vous avez dit que la ceinture et route a vu son attractivité et son influence augmenter aujourd'hui. Et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré il y a 3 jours que l'initiative ceinture et route était une opportunité importante pour le monde entier. Et monsieur Wu, pouvez-vous nous dire comment cette initiative offre des opportunités au monde? Eh bien, monsieur Guterres a bien expliqué. En tant que secrétaire général de l'ONU, il s'intéresse particulièrement aux problèmes de développement. Il a dit que la ceinture route est très important pour la lutte que l'ONU mène contre la pauvreté. Voilà. Et les responsables du Haut Commissariat des réfugiés, le responsable de l'UNICEF, le responsable de l'Agence mondiale pour le plan alimentaire, tous ces responsables chargés des dossiers concernant la vulnérabilité de l'humanité s'intéressent à cette coopération. Ils apprécient bien cette initiative ceinture. Et vous voyez donc l'importance. Voilà, c'est pour le développement, pour la lutte contre la pauvreté, pour résoudre le problème alimentaire, pour protéger les enfants en difficulté. Donc c'est très important. Et second, la Banque mondiale, ils ont fait des études. Bon, la ceinture et la route peut
aider plus de 34 millions de personnes dans le monde à sortir de l'état de pauvreté. Et toujours selon les études de la Banque mondiale. Tout en stimulant le développement économique. Tout à fait, parce que c'est la seule remède valable pour lutter contre la pauvreté, voilà, le développement. Bon, justement pour le développement, selon les études de la Banque mondiale, voilà, cette initiative peut réduire les coûts des échanges commerciaux dans le monde de 1,1% jusqu'à 2,2%. Voilà. Ça pourrait surtout rabaisser les coûts des échanges commerciaux entre la Chine et les pays de l'Asie centrale et les pays de l'Asie de l'Ouest. Une baisse de 10,2% pourrait être réalisée grâce à cette coopération entre la Chine et ces pays, voilà, concernés. Et puis, toujours pour la Banque mondiale, cette initiative pourrait contribuer pour cette année, à la croissance mondiale à l'ordre de 0,1%. Donc vous voyez, c'est une initiative qui peut contribuer énormément au développement, à la croissance économique et qui pourrait aider les pays à se développer plus rapidement. Voilà. Donc c'est une opportunité importante pour le monde à relancer l'économie. Et donc pour cette année, quels sont les grands dossiers pour ce deuxième sommet? Quelles sont les grandes opportunités à saisir? Bon, alors il faut savoir que ça fait déjà 6 ans que l'initiative a lancé. On a déjà fait beaucoup de choses. Il y a des pays qui ont vu construire leur premier pont maritime reliant 2 îles. C'est le cas des Maldives. Voilà. Les habitants peuvent maintenant rejoindre d'une île à l'autre, voilà, par un pont, alors, leur premier pont maritime. C'est aussi le cas pour le Sri Lanka de voir leur première ligne ferroviaire construite après leur indépendance. Il y en avait une, mais qui est déjà en état piteux. Voilà. Il y a aussi le Monténégro qui a vu construire la première autoroute dans le pays, voilà, c'est une grande première. Et la Biélorussie a vu la création de leur industrie de la construction d'automobiles. Il n'y en avait pas avant. Voilà, vous voyez, il y a déjà beaucoup de projets qui sont réalisés, mais on continue. Et pour la Chine, est-ce que pour la Chine, c'est aussi une façon de relancer l'économie nationale, puisqu'on sait que l'économie chinoise connaît une croissance moins rapide, mais elle rentre dans une nouvelle phase de maturité. Donc est-ce que c'est aussi une façon de relancer l'économie chinoise? Évidemment, c'est une coopération gagnant-gagnant qui profite aussi bien aux pays partenaires qu'à la Chine. Bon, parce que sinon la coopération ne pourra pas durer. Voilà, il faut que ce soit profitable à tout le monde. Voilà, ça c'est le principe fondamental. Bon, alors les projets que j'ai cités, bien sûr, profitent aux pays intéressés. Il y en a d'autres qui sont en train de se faire. Le chemin de fer Hongrie-Serbie, le chemin de fer Chine-Laos, le chemin de fer Chine-Thaïlande, le chemin de fer construit en Indonésie entre la capitale Jakarta et la ville touristique de Bandung. Tous ces projets profitent aux pays intéressés, mais aussi profitent à la Chine, puisque quand ces pays partenaires se développent, il y a plus d'opportunités de coopérer, de faire des échanges entre la Chine et ses pays partenaires, vous voyez. Mais il faut savoir une chose, c'est que la Chine ne s'appuie pas uniquement sur le marché extérieur. Alors, le marché intérieur de la Chine, c'est considérable. Bon, il faut savoir, il y a 1 milliard, pratiquement 1,4 milliard de consommateurs en Chine. Et ce sont des consommateurs qui ont un pouvoir d'achat croissant. Mais si vous avez un nombre d'habitants élevé et que le pouvoir d'achat est faible, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais ce n'est pas le cas de la Chine. Aujourd'hui, les Chinois consomment de plus en plus. Et l'année dernière, la consommation domestique a contribué à plus de 60%, c'est 66%
à la croissance économique du pays. Vous voyez, donc le marché intérieur, très important. Et le gouvernement chinois est pleinement conscient de tout ça. Et récemment, lors des 2 sessions parlementaires de la Chine, toute une série de mesures ont été prises pour développer encore davantage le marché intérieur. C'est-à-dire alléger les fiscalités, aussi bien pour les entreprises que les individus. Voilà. Assouplir les formalités administratives pour la création des entreprises, afin de mieux créer des emplois. Voilà. Quand il y a plus d'emplois, il y a plus de pouvoir d'achat. Vous voyez, donc c'est vrai, ceinture et route, très important pour la Chine, mais c'est pas tout. Voilà. Le développement du marché intérieur, c'est aussi un aspect tout à fait non négligeable. C'est ça qu'il faut voir. Donc est-ce que vous voulez dire que la ceinture et route, son objectif a plutôt posé sur la promotion de la coopération internationale face à la montée de la protectionnisme, de l'unilatéralisme? Évidemment, mais vous savez, le monde est en face d'un phénomène qui est regrettable, c'est-à-dire le protectionnisme se fait entendre aujourd'hui, voilà. Bon, mais le fait que tous ces pays qui adhèrent activement à cette initiative de coopération ceinture-route montre que la majorité, l'écrasante majorité des pays dans le monde s'oppose au protectionnisme, à l'unilatéralisme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette fois-ci, pour ce forum, les nombres des participants sont beaucoup plus importants. Vous avez dit plusieurs milliers, c'est en fait plus de 5000. C'est plus de 5 000. Les chefs d'État, les chefs d'entreprise sont encore plus nombreux par rapport à il y a 2 ans pour venir assister à ce forum. Tout à l'heure, vous parlez de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. On sait qu'en 2015, la France, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni ont été les premiers pays à se joindre à cette banque. Et on sait en même temps que cette institution est vue comme un revers pour les États-Unis. Et donc, selon vous, pourquoi les 4 pays ont fait le choix d'adhérer à cette banque? Bon, un revers pour les États-Unis, je ne sais pas, mais en tout cas, à mon avis, c'est un supplément pour les mécanismes de financement internationaux. Voilà, bon, ce n'est certainement pas un concurrent. C'est un partenaire de plus. Bon, c'est pour cette raison que les pays européens sont intéressés dès le début à cette initiative. Voilà, cette banque est créée dans le cadre de lancement de l'initiative ceinture route. En fait, il n'y a pas que 4 principaux pays européens, il y a 15 en fait. Il y a 15, plus Malte, qui ne fait pas partie du continent, mais qui est un pays européen aussi, mais qui se trouve dans la Méditerranée. Bon. Mais déjà, sur le continent européen, à l'ouest de l'Europe, il y a 15 pays de l'Europe. Et plus la Pologne, qui est un pays de l'Europe orientale. Donc, les pays fondateurs. Voilà, les pays fondateurs. Voilà. Vous voyez, les pays européens ont vite compris l'enjeu, l'importance et l'avantage surtout, parce que s'il n'y a pas d'avantage, voilà, on n'est pas motivé de la création de cette banque et de lancement de cette initiative. Cette banque a été créée pour financer les projets choisis dans le cadre de la coopération ceinture route. Les pays européens, les pays industrialisés, les pays développés, pourquoi ils participent? Il juge certainement utile de participer au financement des projets dont les pays bénéficiaires pourraient être des pays tiers. Mais ça ne va rien. Le financement, c'est aussi une activité économique. Ça rapporte. Ce sont justement quand on a la confiance dans les investissements, dans des projets qui pourraient rapporter, qui pourraient aider les pays bénéficiaires à se développer, on est sûr de pouvoir obtenir le retour. Je crois que c'est ça la raison tout à fait logique de la motivation des pays fondateurs de la banque. On voit bien que l'initiative ceinture route est de plus en plus attractive pour l'Europe. Fin mars, l'Italie est devenue le premier membre du G7 à adhérer à l'initiative. Et comment évaluez-vous l'adhésion de l'Italie?
Bon, alors l'Italie, vous savez, c'est l'autre bout de la route de la soie. Bon, lors de la visite du président Xi en Italie le mois dernier, bon, ben, il avait dit ben, c'est tout à fait naturel voilà, que les deux pays signent un tel papier. Bon. Mais il n'y a pas que l'Italie, il y a aussi le Portugal, il y a aussi le Luxembourg qui ont signé le papier. Mais j'aimerais bien voilà, éclaircir une idée, c'est-à-dire est-ce que le fait de signer un papier spécifique constitue voilà, la preuve de participation? Non, 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 pas du tout. À mon avis, c'est seulement l'un des aspects voilà, de la coopération. Il y a beaucoup d'autres formes de coopération. Par exemple, le fait d'adhérer à la Banque asiatique d'investissement, c'est déjà voilà, quelque chose de très significatif. Et puis, ben, il y a aussi ce train de marchandises qui relie voilà, la Chine et l'Europe. Un train de marchandises qui a été lancé en 2011 au début. C'était bon, au début c'était un train par mois. Voilà. Et aujourd'hui, c'est plusieurs milliers de trains par an. L'année dernière, c'est plus de 6000 de trains qui sillonnent entre la Chine et l'Europe. Voilà. Donc jusqu'à présent, ça fait déjà plus de 14 000 trains voilà, qui ont transporté des marchandises aussi bien de la Chine vers l'Europe que de l'Europe vers la Chine. Alors, ces trains reliant 59 villes chinoises et 50 villes européennes, voilà, concernant 15 pays européens. Voilà. Le cas de la ville allemande Duisbourg est très parlant aussi, voilà. Et grâce à ce train, la ville a pu créer plus de 6000 emplois. Et les entreprises chinoises, voilà, s'intéressent à cette ville grâce, voilà, à cette position géographique ferroviaire. Bon, mais beaucoup d'investissements chinois, voilà, dans cette ville. Au début, il y a eu une quarantaine d'entreprises chinoises qui se sont installées à Duisbourg et aujourd'hui c'est plus de 100, voilà, une centaine. Et Madame Merkel, voilà, lorsqu'elle a rencontré le président Xi l'année dernière en marge du G20 en Argentine, elle a dit que la ville est en train de participer de plus en plus activement à la coopération Saint-Théo. Vous voyez, donc il n'y a pas que l'Italie. Il n'y a pas que l'Italie, il y a comme vous avez dit, c'est pas seulement par l'aspect de signer un accord. Non, non, pas du tout. Il y a beaucoup d'autres formes. Voilà, la participation du financement, les trains, les échanges. Et puis, j'ai bien mentionné tout à l'heure, les accords de coopération entre la Chine et les pays industrialisés pour les marchés tiers. Ça, c'est aussi très important. Voilà. Donc vous voyez, il ne faut pas voilà, confondre un aspect avec le tout. Et comme l'Europe, hein, l'Afrique est aussi très active sur l'initiative Ceinture et Route. Monsieur Wu, jusque-là, en quoi cette initiative contribue-t-elle au développement des relations entre la Chine et les pays africains? Vous savez, entre la Chine et l'Afrique, ça marche très fort. Il y a déjà voilà, une plateforme qui s'appelle le Forum de coopération Chine-Afrique. Et l'année dernière, il y a eu un 3e sommet voilà, du Forum Chine-Afrique. Le 3e sommet, cela ne veut pas dire qu'il y a eu seulement 3 réunions, il y a eu 7 déjà. Bon, normalement, c'est au niveau des ministres. Bon, ben là, quand il y a des occasions importantes pour signer justement, pour décider des projets importants de coopération, là, les chefs d'État, les chefs des gouvernements se réunissent. Bon, l'année dernière, il y a eu une formidable réunion de famille entre les dirigeants Chine-Afrique. Bon. Le thème principal, c'est justement voilà, axer la coopération Chine-Afrique traditionnelle sur cette nouvelle initiative Ceinture et Route. D'accord? Bon. En fait, entre la Chine et l'Afrique, la coopération ne date pas d'aujourd'hui, mais avec cette nouvelle plateforme, on peut mieux soutenir voilà, et planifier la coopération. Bon, depuis quelques années, on a vu réaliser beaucoup de projets. Voilà. L'important,
ce qui est le plus important pour nous, c'est de mener la coopération en Afrique dans le domaine du développement des infrastructures. Ça, c'est très important parce que beaucoup de pays africains souffrent du manque d'infrastructures. Deuxièmement, l'industrialisation, parce que c'est la voie par laquelle la Chine est passée pour le développement. Il faut industrialiser. C'est ce que M. Xi, le président Xi, a insisté, sur lequel le président Xi a insisté à maintes reprises. Aider les pays africains à s'industrialiser. Bon, on a fait beaucoup de choses. Les deux exemples les plus parlants, c'est deux chemins de fer. Le chemin de fer reliant l'Éthiopie, Addis Abeba, la capitale, et Djibouti, le port, parce que l'Éthiopie souffre aussi du manque de débouchés sur la mer. Bon, voilà, le chemin de fer a été construit dans le cadre de coopération Chine-Afrique. Deuxième chemin de fer, c'est le chemin de fer au Kenya, voilà, entre la capitale et Nairobi et la ville portuaire Mombasa. Bon. Alors, les deux chemins de fer contribuent énormément à l'économie des pays concernés. D'ailleurs, j'aimerais bien revenir sur le chemin de fer au Kenya. C'est seulement un début d'un gigantesque projet de construction ferroviaire. Parce qu'en fait, 6 pays de la région sont concernés. Donc, au moyen et à long terme, il y aura un réseau ferroviaire de l'Afrique de l'Est qui sera construit dans le cadre de coopération Chine-Afrique, dans le cadre justement de coopération ceinture et route, puisque ceinture et route, ça soutient principalement les infrastructures. Lorsque vous aurez un réseau régional de l'Afrique de l'Est qui sera construit, il y aura plus de 3000 km de chemin de fer, ça pourrait entraîner formidablement le développement économique de tous ces pays concernés. Comme personnellement j'ai travaillé en RDC, la République démocratique du Congo, je sais que l'Est de la RDC est limitrophe des pays qui font partie aujourd'hui déjà de cette initiative. J'aimerais bien voir étendre ce réseau jusqu'à l'Est de la RDC, parce que c'est un pays gigantesque. Alors, et puis l'Est de la RDC dépend beaucoup sur le plan de transport des marchandises du port de Mombasa. Alors, bon, si on arrive à étendre le réseau ferroviaire jusqu'à la partie est de la RDC, raccordant au réseau qui existe aujourd'hui en RDC, et moderniser le réseau qui est déjà très vieux, ce serait formidable aussi pour le pays où j'ai déjà travaillé. Donc vous voyez, entre l'Afrique et la Chine, il y a beaucoup de choses à faire dans cette initiative Ceinture et route. Et vous avez dit qu'en Afrique, ils ont eu beaucoup d'opportunités en termes d'économique. Est-ce que culturellement, entre l'échange, sur l'échange culturel entre la Chine et les pays africains, dans le cadre de l'initiative Ceinture et route, on a tiré des profits aussi? Et bien sûr. Bon, la Ceinture et route, j'ai bien insisté sur l'aspect de l'infrastructure, de l'aspect financier, l'aspect de l'industrialisation. Mais c'est vrai, pour mener les coopérations, il faut avoir une condition préalable. C'est la confiance réciproque. Or, la confiance réciproque se base sur les échanges entre les peuples. La Chine fait beaucoup de choses avec tous les pays partenaires, y compris avec les partenaires africains dans ce domaine. Il y a beaucoup d'échanges des jeunes. Voilà, la Chine accorde chaque année un nombre important de bourses aux jeunes africains qui viennent faire des études en Chine. La Chine organise aussi des colloques, auxquels participent les experts, les universitaires africains en Chine. J'ai eu l'occasion moi-même de participer à ce genre de colloques, et durant lesquels je suis toujours très heureux de revoir les amis africains, puisque je vous ai dit, j'ai travaillé en Afrique à une certaine période, et tout ça contribue, justement, à approfondir la compréhension mutuelle, à nouer des liens amicaux de plus en plus étroits entre les peuples chinois et africains.
À part ça, il y a aussi les instituts confucistes qui sont créés en Afrique, les classes confucistes. De plus en plus de jeunes Africains parlent chinois aujourd'hui. Voilà, beaucoup. Voilà, bon. Et ça me fait plaisir d'entendre les Africains parler chinois. Bon. Cela aide parce que la barrière de langue, c'est un obstacle qui empêche la compréhension totale. Eh bien, quand on voit que les jeunes Africains, de plus en plus nombreux à parler chinois, ça fait vraiment plaisir. On va dire l'initiative a offert une plus grande plateforme de communication entre le peuple chinois et l'Afrique. Avec les efforts visant à favoriser les échanges entre les peuples. D'ailleurs, sur le plan de la presse, il y a eu aussi une agence de presse conjointe, voilà, Chine-Afrique, qui a été créée. Bon. Puis, à ce que je sache, les Africains regardent aussi les émissions que nous sommes en train de faire, voilà, en langue française. Voilà. Bon, parce que j'ai entendu parler de ça par la bouche de mes amis africains. Ils disent, je regarde ces émissions et je vous ai vu. Voilà, ils m'ont dit, je vous ai vu dans l'émission. Ça me fait plaisir. Et je rappelle que le deuxième sommet sur la coopération internationale de l'initiative Ceinture et Route commence dans un instant. Et monsieur Wu, cette année, sur ce deuxième sommet, y a-t-il des grands projets qui concernent particulièrement le continent africain? Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a déjà fait 2 chemins de fer, mais ce n'est pas tout. Il y a beaucoup d'autres projets qui sont en cours de réalisation ou qui ont été réalisés. Par exemple, en Égypte, vous savez, il y a une usine de fibres de verre qui a été construite dans la zone économique du Suez. Il s'agit de la 3e grande usine de fibres de verre dans le monde. La première grande, la plus grande dans la région. Voilà, vous voyez, c'est un exemple. Bon, en Égypte, ça marche très très fort. Je vois que le président égyptien est venu encore une fois. Je constate que pratiquement chaque année, le président égyptien vient, parce qu'en effet, les relations de coopération entre la Chine et l'Égypte, ça marche très très fort. Et puis il y a aussi le cas de l'Éthiopie, que j'aimerais bien citer. Ce pays a créé plusieurs parcs industriels ou zones économiques dans le pays, avec pour la majorité des investissements chinois, des entreprises chinoises, très souvent des entreprises privées, investissent dans ce pays, dans les parcs industriels, pour toutes sortes de projets industriels, très souvent de l'industrie manufacturière. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'un chemin de fer. Merci monsieur Wu. Nous allons tout de suite sur place. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants de haut niveau, Mesdames et Messieurs les responsables d'organisations internationales, Mesdames et Messieurs, chers amis, bonjour. Le printemps annonce de belles randonnées et de nouvelles inspirations. Dans cette saison du renouveau, je suis très heureux de participer ensemble avec vous au 2e forum, la ceinture et la route pour la coopération internationale. Tout d'abord, au nom du gouvernement et du peuple chinois, et en mon nom personnel, je tiens à vous souhaiter une chaleureuse bienvenue. Il y a 2 ans, s'est tenu ici le premier forum, occasion de planifier notre coopération axée sur la coordination des politiques, l'interconnexion des infrastructures, la facilitation du commerce, la coopération financière et le rapprochement des peuples. Aujourd'hui,
Les amis venant du monde entier se retrouvent réunis ici. Je serai heureux de travailler ensemble avec vous pour atteindre une nouvelle hauteur et créer un avenir radieux de la coopération dans le cadre de cette initiative. Chers collègues et amis, l'initiative La Ceinture et la Route a pour objectif d'axer les efforts sur la connectivité, d'approfondir la coopération concrète, de répondre ensemble aux risques et défis qu'affronte l'humanité et de réaliser des bénéfices mutuels et un développement partagé. Grâce aux efforts conjoints de tous, un cadre d'interconnexion consistant en 6 corridors, 6 réseaux et de multiples pays et ports a été mis en place. De nombreux projets de coopération réalisés et les acquis du premier forum mis en œuvre dans d'heureuses conditions. Plus de 150 pays et organisations internationales ont signé avec la Chine des documents de coopération dans le cadre de cette initiative. Cette initiative est désormais mise en synergie avec des plans de développement et de coopération des Nations Unies, de l'ASEAN, de l'Union africaine, de l'Union européenne, de l'Union économique eurasiatique et d'autres organisations internationales et régionales, ainsi qu'avec des stratégies de développement des différents pays. En Eurasie, en Afrique, en Amérique, comme en Océanie, la coopération dans le cadre de cette initiative a créé de nouvelles opportunités pour la croissance mondiale, fourni de nouvelles plateformes au commerce et aux investissements internationaux, offert de nouvelles pratiques pour l'amélioration de la gouvernance économique mondiale et apporté une nouvelle contribution au bien-être des différents peuples. Voilà qui fait de la ceinture et la route une voie d'opportunité et de prospérité pour tous. Les faits ont prouvé que la coopération dans ce cadre a non seulement apporté de nouvelles opportunités de développement aux autres pays du monde, mais aussi ouvert de nouvelles perspectives pour l'ouverture et le développement de la Chine. Comme le disait un lettré de la Chine antique, les plantes aux racines solides prospéreront et les efforts sur la bonne voie aboutiront. La coopération dans le cadre de cette initiative répond au courant historique qu'est la mondialisation économique, aux exigences de la réforme du système de gouvernance mondiale et à l'aspiration profonde des peuples à une vie meilleure. Dans l'avenir, nous devons engager des efforts poussés et des actions concrètes sur nos priorités, comme peindre un tableau à très fin de nos partenariats pour que la coopération dans le cadre de cette initiative gagne sans cesse en qualité. Nous devons rester fidèles au principe de consultation, coopération et bénéfice pour tous, défendre le multilatéralisme, consulter les avis de tous dans la coopération et valoriser les capacités de chacun à travers des coopérations bilatérales, tripartites et multilatérales pour que les atouts et potentiels de tous soient mis en synergie, car, comme le dit un proverbe chinois, l'accumulation de terre fait la montagne et l'afflux d'eau fait la mer. Nous devons poursuivre la vision de l'ouverture, du développement vert et de l'intégrité, rejeter les cercles exclusifs, rester fermement engagé pour le développement vert et promouvoir les projets verts d'infrastructures, les investissements verts et la finance verte pour protéger la Terre, notre planète unique.
Nous devons garantir résolument la transparence de tout partenariat et lutter ensemble contre la corruption sans aucune tolérance. Nous avons lancé l'initiative de Pékin pour la route de la soie intègre, illustration de notre volonté de travailler ensemble à la transparence et à l'intégrité dans la ceinture et la route. Nous devons travailler à réaliser les objectifs en matière de hauts standards, de bien-être et de soutenabilité. Adopter des règles et normes soutenues par les différentes parties et amener les entreprises à observer les règles et normes internationales universellement acceptées et à respecter les lois et règlements des pays partenaires dans la construction, l'exploitation, l'approvisionnement et l'appel d'offres des projets. Nous devons poursuivre le concept de développement centré sur le peuple et axer nos efforts sur l'éradication de la pauvreté, la création d'emplois et l'amélioration du bien-être social. Pour que la coopération dans le cadre de cette initiative puisse mieux bénéficier aux peuples de tous les pays partenaires et contribuer effectivement à leur développement économique et social. Dans le même temps, il faut assurer la soutenabilité commerciale et financière pour que tout projet s'achève dans tout bon projet s'achève dans de bonnes conditions. Chers collègues et amis, la connectivité est la clé de la coopération dans le cadre de l'initiative de la ceinture et la route. Nous devons bâtir un partenariat mondial de connectivité en vue d'un développement partagé. Je suis convaincu que si nous conjuguons nos efforts et faisons preuve de solidarité, nous pourrons transcender la distance géographique et frayer une voie radieuse de coopération gagnant-gagnant. Les infrastructures constituent la pierre angulaire de la connectivité et le manque d'infrastructures entrave le développement de nombreux pays. Construire des infrastructures de haute qualité, durables, résilientes, abordables, inclusives et accessibles permettra aux différents pays de faire pleinement valoir leurs atouts en matière de ressources, de mieux s'intégrer dans les chaînes internationales d'approvisionnement industriel et de valeur et de réaliser un développement interconnecté. La Chine continuera à travailler ensemble avec les autres parties pour mettre en place un réseau de connectivité constitué des corridors économiques comme le nouveau pont terrestre eurasiatique, des voies de transport majeures comme les lignes de fret Chine-Europe et le nouveau corridor terre-mer, des autoroutes de l'information, ainsi que des chemins de fer, des ports et des pipelines. Nous continuerons à valoriser le rôle des prêts spéciaux, la ceinture et la route, du fonds de la route de la soie et des divers fonds d'investissement spéciaux, à développer des obligations la route de la soie et à soutenir un fonctionnement efficace des centres de coopération multilatérale sur le financement pour le développement. Nous serons heureux de voir les institutions financières multilatérales et nationales prendre part au financement et à l'investissement dans le cadre de cette initiative et encourageons les partenariats en marché tiers pour que l'engagement des acteurs multiples permette de réaliser des bénéfices partagés. La circulation des biens, capitaux, technologies et personnes peut générer des forces motrices puissantes et des opportunités immenses pour la croissance économique. Un adage chinois dit « La mer doit sa profondeur à ce qu'elle ne refuse aucun cours d'eau ». Si l'afflux des rivières est artificiellement entravé, toute mer, aussi grande soit-elle, se tarira un jour. Nous devons promouvoir la libéralisation et la facilitation du commerce et de l'investissement, nous opposer fermement au protectionnisme et faire avancer la mondialisation économique dans un sens plus ouvert, plus inclusif, plus équilibré et bénéfique pour tous.
Nous travaillerons avec davantage de pays pour conclure des accords de libre-échange de haut standard, renforcer la coopération en matière de douane, de fiscalité et de supervision de l'audit, mettre en place un mécanisme de coopération sur l'administration fiscale dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route, et accélérer la coopération internationale sur la reconnaissance mutuelle des opérateurs économiques agréés. Nous avons également élaboré les principes directeurs sur le financement pour développer l'initiative La ceinture et la route et publié le cadre de viabilité de la dette pour les pays partenaires, afin de donner des orientations à la coopération en matière de financement. La Chine organisera cette année la deuxième exposition internationale d'importation de Chine, prévue en novembre prochain à Shanghai, qui sera une plateforme plus large permettant aux différentes parties d'entrer sur le marché chinois. L'innovation fait la productivité. Elle permet la performance aux entreprises et la prospérité au pays. Nous devons nous mettre en phase avec la quatrième révolution industrielle, saisir ensemble les opportunités générées par le développement numérique intelligent et en réseau, explorer ensemble des technologies, formes d'activités et modes commerciaux nouveaux, chercher de nouveaux moteurs de croissance et approches de développement, afin de construire une route de la soie numérique et une route de la soie de l'innovation. La Chine poursuivra l'application du plan d'action de la ceinture et la route pour la coopération en matière de sciences, de technologie et d'innovation et fera avancer ensemble les initiatives sur les échanges humains dans le domaine technico-scientifique, sur le laboratoire conjoint, sur la coopération en matière de parcs scientifiques et sur le transfert des technologies. Nous mettrons activement en œuvre le programme d'échange de talents et soutiendront dans les 5 ans à venir des échanges, formations et recherches conjointes de 5000 talents chinois et étrangers. Nous appuierons également les partenariats entre les entreprises des différents pays sur la construction des infrastructures d'information et de communication afin d'améliorer la cyberconnectivité. Le développement déséquilibré crée le plus grand déséquilibre mondial. La coopération dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route doit constamment prendre en compte l'impératif du développement et intégrer la vision du développement durable dans la sélection des projets, leur mise en œuvre et leur gestion. C'est notre mission d'œuvrer à renforcer la coopération internationale pour le développement, à créer plus d'opportunités pour les pays en développement, à les aider à éradiquer la pauvreté et à réaliser le développement durable. Pour ce faire, la Chine et ses partenaires ont établi l'Alliance des villes durables de l'initiative Ceinture et Route et la Coalition internationale du développement vert, élaborer les principes d'investissement vert pour l'initiative Ceinture et Route, lancer la déclaration sur l'accélération de la réalisation des ODD pour les enfants par un développement partagé. Nous avons démarré la plateforme de mégadonnées environnementales de l'initiative Ceinture et Route et nous continuerons à mettre en œuvre le programme des envoyés de la route de la soie verte et à travailler ensemble avec les pays concernés à mettre en œuvre le plan de coopération Sud-Sud sur le changement climatique. Nous travaillerons également à approfondir la coopération dans l'agriculture, la santé, la réduction des catastrophes naturelles et les ressources en eau. Et renforcerons notre coopération avec les Nations Unies en matière de développement
et ce, pour réduire l'écart de développement. Nous devons œuvrer à renforcer l'inspiration et l'enrichissement mutuel entre les civilisations, à approfondir la coopération dans l'éducation, la science, la technologie, la culture, le sport, le tourisme, la santé et l'archéologie, à intensifier les échanges entre parlements, partis politiques et organisations non gouvernementales, ainsi que les échanges entre les femmes, les jeunes et les personnes handicapées, afin de créer une dynamique multidimensionnelle des échanges humains et culturels. Dans les 5 ans à venir, nous inviterons 10 000 représentants des partis politiques, des think tanks, des organisations non gouvernementales, des pays partenaires de l'initiative à venir en Chine. Nous encouragerons et soutiendrons une coopération élargie entre les associations sociales des pays partenaires en faveur du bien-être de la population, conduiront des projets de formation conjoints dans la protection de l'environnement et la lutte contre la corruption, et approfondiront la coopération en matière de développement de ressources humaines dans de différents domaines. Nous continuerons à fournir les bourses d'études du gouvernement chinois de la route de la soie, à organiser le Forum international des jeunes sur la créativité et le patrimoine le long de la route de la soie et les camps d'été passerelles vers le chinois. Nous créerons également de nouveaux mécanismes dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route, comme le réseau des think tanks, l'Alliance de l'information, afin de rassembler la sagesse et la force de part et d'autre. Chers collègues et amis, cette année marque le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Il y a 70 ans, le peuple chinois, après avoir persévéré dans l'effort pendant plusieurs générations, a fondé la Chine nouvelle sous la direction du Parti communiste chinois. Depuis, le peuple chinois s'est relevé et a pris en main son propre destin. Au cours des 70 ans écoulés, le peuple chinois, en partant des réalités nationales, a recherché inlassablement le chemin et s'est frayé la voie du socialisme aux couleurs chinoises. Aujourd'hui, la Chine est sur le nouveau point de départ historique. Nous sommes pleinement conscients que malgré les exploits remarquables obtenus, il y a devant nous des montagnes à grimper et aussi des rapides à traverser. Nous continuerons à avancer fermement sur la voie du socialisme aux couleurs chinoises, approfondirons la réforme sur tous les plans, rechercherons un développement axé sur la qualité et élargiront l'ouverture sur l'extérieur. Engagés sur la voie du développement pacifique, nous œuvrerons à construire une communauté de destin pour l'humanité. Dans l'avenir, la Chine adoptera des mesures majeures sur la réforme et l'ouverture et renforcera les dispositions systémiques et structurelles pour promouvoir l'ouverture sur l'extérieur d'une plus haute qualité. Premièrement, élargir l'accès au marché des investissements étrangers dans des domaines plus vastes. La concurrence loyale
permet d'améliorer la performance et d'apporter la prospérité. La Chine a mis en œuvre le mode de gestion du traitement national dès la phase de préétablissement et la liste négative et continuera de réduire largement cette liste négative. Nous œuvrerons à promouvoir l'ouverture tous azimuts dans les services modernes, l'industrie manufacturière et l'agriculture et autoriserons les entreprises à capitaux majoritairement ou exclusivement étrangers à opérer dans des domaines plus vastes. Nous créerons de nouvelles zones pilotes de libre-échange et accélérerons l'effort pour construire des ports de libre-échange. Nous accélérerons l'élaboration des règlements pour assurer une application stricte de la loi sur l'investissement étranger. Nous continuerons à faire avancer la réforme structurelle du côté de l'offre par la concurrence loyale et la coopération ouverte, à éliminer effectivement les capacités de production obsolètes et excessives et à améliorer la qualité et la performance du système de l'offre. Deuxièmement, redoubler d'efforts pour renforcer la coopération internationale sur la protection des droits de propriété intellectuelle. Il n'y a pas de progrès sans innovation. Renforcer la protection des DPI permet non seulement de protéger les droits et intérêts légitimes des entreprises chinoises et étrangères, mais aussi et surtout de promouvoir un développement tiré par l'innovation et axé sur la qualité. La Chine œuvrera à créer un environnement d'affaires respectueux de la valeur du savoir, à perfectionner le cadre juridique sur la protection des DPI, à consolider l'application de la loi, à renforcer la protection des droits et intérêts légitimes des titulaires de DPI étrangers, à interdire tout transfert forcé de technologie, à améliorer la protection des secrets d'affaires, à lutter fermement contre les actes de violation des DPI en vertu de la loi. La Chine entend renforcer la coopération avec les autres pays du monde dans ce domaine, à créer un environnement favorable à l'innovation et à promouvoir les échanges et la coopération technologique entre les pays sur la base des principes du marché et conformément à la loi. Troisièmement, accroître encore davantage les importations de biens et de services. La Chine est à la fois l'atelier du monde et le marché du monde. Avec le nombre le plus grand et qui s'accroît le plus vite de personnes à revenus moyens, la Chine dispose d'un fort potentiel de progression de la consommation. Pour répondre aux besoins matériels et culturels croissants de la population et offrir plus de choix et plus de bénéfices aux consommateurs, nous œuvrerons à baisser davantage les droits de douane, à éliminer les barrières non tarifaires, à ouvrir davantage notre marché aux produits de qualité de différents pays du monde. La Chine ne cherche pas l'excédent commercial et souhaite importer davantage de produits agricoles, de produits manufacturés et de services compétitifs et de qualité pour promouvoir le développement équilibré du commerce. Quatrièmement, promouvoir une coordination internationale plus effective des politiques macroéconomiques. L'économie mondialisée appelle une gouvernance mondiale. La Chine renforcera avec les principales économies la coordination des politiques macroéconomiques pour créer des répercussions positives et promouvoir une croissance mondiale forte, durable, équilibrée et inclusive. La Chine ne recouvrira pas à la dévaluation du yuan RMB au détriment de ses voisins. Elle continuera à perfectionner le régime de change et fera en sorte que le marché joue un rôle déterminant dans l'allocation des ressources et que le taux de change du yuan RMB reste stable à un niveau
raisonnable et équilibré. Ces efforts contribueront à la stabilité de l'économie mondiale. Les règles et la crédibilité constituent la base du fonctionnement efficace du système de la gouvernance mondiale et aussi la condition préalable au développement des relations économiques et commerciales internationales. La Chine soutient la réforme de l'OMC et y prend une part active. Et elle œuvre avec les autres à instaurer les règles économiques et commerciales internationales de plus haut standard. Cinquièmement, intensifier l'effort pour assurer la mise en œuvre de la politique d'ouverture. Les Chinois disent « Honorer une promesse vaut de l'or ». Nous accordons une haute importance à l'application des accords économiques et commerciaux bilatéraux et multilatéraux conclus avec d'autres pays. Nous travaillons à l'édification d'un gouvernement respectueux du droit qui honore ses engagements. Sera établi un mécanisme contraignant d'application des accords internationaux pour élargir l'ouverture sur l'extérieur. Les lois et règlements seront révisés et perfectionnés. Les efforts seront déployés pour que les gouvernements de tous les niveaux soient mieux réglementés en ce qui concerne les autorisations administratives et la régulation du marché, et que soient révisés et éliminés les règlements, pratiques et subventions inadaptées qui nuisent à la concurrence loyale et qui distordent le marché. Toutes les entreprises et les acteurs économiques bénéficieront d'un traitement égal et nous œuvrons à créer un cadre propice basé sur les règles du marché et le respect de la loi. Toutes ces mesures visant à élargir l'ouverture sont un choix que fait la Chine pour faire avancer les réformes et le développement. Car cela permet de promouvoir un développement économique axé sur la qualité, de répondre à l'aspiration de la population à une vie meilleure et de contribuer à la paix, à la stabilité et au développement dans le monde. Nous espérons que les autres pays du monde pourront également créer un environnement d'investissement favorable, assurer un traitement égal aux entreprises, étudiants et chercheurs chinois, et leur offrir un environnement équitable et amical pour les échanges et coopérations internationaux normaux. Nous sommes convaincus qu'une Chine plus ouverte aura de meilleures interactions avec le reste du monde et apportera plus de progrès et plus de prospérité pour la Chine elle-même et pour le monde. Chers collègues, amis, que nous travaillons la main dans la main pour semer les graines de la coopération, récolter les beaux fruits du développement, apporter plus de bonheur à nos peuples et créer un monde meilleur pour tous. Pour terminer, je souhaite plein succès à ce forum et je vous remercie. Vous êtes sur CGTN français, vous venez de suivre le discours du président chinois Xi Jinping à l'occasion de l'ouverture du deuxième sommet sur la coopération internationale de l'initiative Ceinture et Route. Monsieur Wu, qu'est-ce que vous avez pu retenir du discours du président chinois? Beaucoup de choses. C'est un discours qui n'est pas très long, mais qui est très riche en contenu. Très riche. En gros, il y a deux parties. Deux parties. La première, c'est ce qu'on doit faire, ce que la Chine propose de faire pour continuer à promouvoir cette coopération Ceinture et Route. Deuxième partie, c'est qu'est-ce que la Chine va faire pour élargir davantage l'ouverture de la Chine vers le monde extérieur. Bon, cette deuxième partie est
évidemment liée à la première, parce que pour mener à bien cette coopération ceinture-route, eh bien, il faut que la Chine continue à appliquer cette politique d'ouverture. Bon, ben, en gros, il y a des aspects très importants, soit pour la première partie, soit pour la deuxième partie. Alors, pour la première partie, il y a quelques points très intéressants. Je crois que cela répond à certains soucis du reste du monde, au moins de certaines opinions plus ou moins réticentes à cette initiative. Premièrement, le président a bien dit, cette coopération doit répondre aux aspirations de tous les peuples qui souhaitent avoir une meilleure vie, un meilleur niveau de vie. Bon. Alors ça c'est tout à fait logique, il faut donc que les acquis de cette coopération profitent à tout le monde, à tous les pays, mais aussi à tous les citoyens de chaque pays. Bon. Et en même temps, il faut que ce soit fait dans le respect de la soutenabilité financière. Moi, je crois que ça, c'est pour répondre à un souci ou à un bruit qui se fait entendre en disant est-ce que cette coopération pourrait aggraver la situation d'endettement de certains pays. Ben là, on a donné déjà beaucoup d'explications. Premièrement, les pays qui sont endettés, en effet, ont contracté beaucoup de dettes dans le passé, surtout à d'autres institutions internationales financières. Les dettes contractées à la Chine, les crédits que la Chine accorde à ces pays, sont nettement minoritaires. D'accord ? En plus, la Chine attache toujours beaucoup d'importance à ne pas créer des difficultés financières lorsqu'on mène une coopération avec tel ou tel pays partenaire. Bon, là, le président Xi veut bien rassurer les partenaires, il veut bien répondre à ce genre de doute concernant le problème d'endettement pour certains pays. Bon, deuxième point important, c'est que le président Xi a toujours insisté sur l'aspect de la concession de cette initiative, le développement de la coopération avec l'idée de concertation mutuelle. Donc, ça, c'est une coopération pour tout le monde. Donc tous les dossiers doivent être décidés avec la concertation, avec le consentement de tous. D'accord ? Bon, ça, je crois que c'est aussi une réponse à l'unilatéralisme. Il faut que tout le monde participe à la décision. C'est ça qui est important. Donc le président a insisté sur cet aspect-là pour répondre justement, à mon avis, à la montée en puissance de l'unilatéralisme. Alors, troisièmement, il a aussi insisté sur le fait que c'est une coopération qui n'exclut personne. Ce n'est pas un cercle exclusif, qui vise à exclure quiconque. Je crois que là aussi c'est important. C'est important. C'est vrai que beaucoup de pays ont adhéré à cette coopération, mais il est toujours nécessaire de rassurer à ceux qui sont encore un peu réticents. Ils sont minoritaires, mais bon, il y a des bruits qui se font entendre. Alors, c'est pour rassurer tous les partenaires en disant cela n'exclut personne, c'est une coopération ouverte à tous, donc, tout le monde est bienvenu. Bon. Un autre aspect qui est très important, c'est la lutte contre la corruption. Alors, je crois que là aussi il y a eu des bruits en disant avec cette coopération de grande envergure qui inclut pratiquement tous les pays du monde, est-ce que cela pourrait favoriser le phénomène de corruption? Bon, la corruption, c'est un fléau de l'humanité entière, finalement. Bon, alors, tous les pays font face à ce fléau et tous les pays essaient de lutter contre
la corruption. Et la Chine a créé des mécanismes très efficaces contre le phénomène de corruption. Par quels moyens la ceinture route est efficace pour contrer la corruption? Justement, il faut compter sur la coopération des pays partenaires. Le président Xi a bien insisté sur cet aspect-là. Il faut que tout soit transparent. Voilà. Sous le soleil, c'est le mot, c'est l'expression propre. Là. Il faut que toute cette coopération, tous les projets soient réalisés sous le soleil, c'est-à-dire transparent, avec le contrôle de tout le monde, avec le respect des lois, des réglementations en vigueur de tous les pays. Il faut adopter, c'est toujours l'expression du président, adopter une attitude de tolérance zéro à l'égard de la corruption. Je crois que ça c'est très important, ça rassure, je crois, ça rassure. Mais, de toute façon, pour nous, la Chine mène sans arrêt une lutte acharnée contre la corruption. Sinon, on ne peut pas se développer rapidement avec autant de succès. Nous attachons beaucoup d'importance à la lutte contre la corruption. Donc, pour la coopération ceinture route, nous voulons que ce soit aussi mené avec la transparence totale, avec une lutte aussi efficace contre la corruption. Ça, c'est un aspect très important. Et puis, je crois qu'il a aussi mentionné un autre aspect, c'est de respecter justement les règles et les lois de chaque pays. Non seulement pour la lutte contre la corruption, mais aussi pour répondre aux exigences, les standards de chaque pays, de chaque région. Voilà. C'est aussi, je crois, un souci surtout des pays développés, parce que ils ont déjà établi toute une série de normes pour réaliser des projets industriels ou d'infrastructures. Bon. Là, justement, la Chine est tout à fait partant pour respecter, lorsqu'il y a des projets réalisés dans le cadre de coopération, pour nous, il est évident qu'il faut respecter les lois, les réglementations, en suivant les normes, les standards fixés par les pays partenaires. Puisque vous parlez des pays développés, Monsieur le Président a parlé de mots verts à plusieurs reprises également. Le développement vert, les infrastructures vertes, les investissements verts. Et comme la Chine et l'Europe sont les deux plus grands acteurs dans la protection de l'environnement, dans le développement durable, est-ce que cela signifie un plus grand potentiel dans la coopération sino-européenne? Évidemment, vous savez, l'Europe attache beaucoup d'importance à la protection de l'environnement, donc la lutte contre le changement climatique. La France a patronné la première conférence du changement climatique et la Chine a appuyé énergiquement, fermement l'initiative française. C'est d'ailleurs les efforts de la communauté internationale tout entière, sauf les États-Unis qui se sont retirés de l'accord de Paris. Bon, c'est regrettable, mais la Chine a continué à manifester son soutien à la lutte contre le changement climatique. Vous vous rappelez, à la fin de l'année dernière, la Chine, la France et les Nations Unies ont fait une réunion pour réaffirmer la position commune des trois parties pour la lutte contre le changement climatique. Voilà, je crois que c'était un appel aussi lancé à l'ensemble de la communauté internationale pour continuer à faire des efforts. Bon, c'est vraiment un aspect auquel le président Xi lui-même attache beaucoup. En Chine, il a attaché beaucoup d'importance à cet aspect des choses, c'est-à-dire l'environnement. Pour lui, il y a trois batailles décisives: la lutte contre la pauvreté, l'environnement et puis la stabilité financière. Bon, vous voyez, donc c'est toujours dans son idée de bien mener la coopération, à bien promouvoir le développement en respectant, en protégeant la nature. Voilà. Donc ça c'est
un aspect très important. D'ailleurs, la France, comme d'autres pays industrialisés, peut très bien coopérer avec la Chine dans ce domaine. Il y a déjà un exemple très réussi entre la France et la Chine pour les projets propres, d'énergie propre. C'est-à-dire la Chine et la France ont créé un consortium pour construire 3 centrales nucléaires au Royaume-Uni. Voilà. Bon. Le Royaume-Uni, c'est un pays producteur de pétrole, vous savez. Bon, mais ce pays a justement cette conscience de ne pas s'appuyer uniquement sur le pétrole. Il faut développer l'énergie propre. Donc ils ont décidé de créer 3 centrales nucléaires, mais avec justement la participation d'une coopération franco-chinoise. Voilà. Donc il y a déjà la première centrale qui est en exécution, voilà, en travaux. Deuxième, voilà, en étude préalable. Et troisième, aussi en étude de faisabilité. Donc vous voyez, ce sont des exemples de coopération pour les projets propres. Pour les projets propres. Mais c'est aussi, je reviens à ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est aussi un exemple de coopération au marché tiers. Donc, cette fois-ci, il s'agit d'un pays développé, le Royaume-Uni. Mais on peut très bien transplanter ce genre de modèle aux autres pays en développement. Voilà. C'est pour ça que la Chine a signé justement des accords de coopération au marché tiers avec la France, avec l'Italie. Bon. Alors, ce sont des exemples qui sont tout à fait convaincants. Donc les pays européens réticents aujourd'hui peut-être, mais ils seront beaucoup plus actifs dans un proche avenir. Réticent, je ne suis pas. Bon, il y a peut-être certains bruits, voilà, certains bruits qui donnent l'impression que certains pays sont plus ou moins réticents à un tel ou tel aspect. Mais ce n'est pas tout. Il faut voir l'ensemble des choses. Il faut avoir toujours une vision globale. Voilà. Dans l'ensemble, les pays européens participent finalement assez activement à cette coopération. Voilà. Et cette fois-ci, beaucoup de dirigeants européens sont venus, y compris le vice-président de l'Union européenne, y compris le ministre français des Affaires étrangères. Voilà. D'ailleurs, pour le premier forum, l'Allemagne et l'Angleterre ont envoyé leurs ministres, la France, qui venait d'avoir un nouveau gouvernement, a envoyé un président, un envoyé spécial du président Macron, à savoir l'ancien Premier ministre, M. Raffarin. Donc les pays européens participent en fait très activement à la coopération. Donc il ne faut pas, encore une fois, il ne faut pas confondre un aspect des choses avec le tout. Merci Monsieur Wu pour vos éclaircissements. Et comme le président chinois Xi Jinping a cité, l'initiative est lancée par la Chine, mais les opportunités appartiennent au monde. La construction de l'initiative Ceinture et Route devrait donner un nouvel élan à l'économie mondiale. Et c'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Je vous rappelle que les informations contenues sur notre site internet et les réseaux sociaux. À très bientôt sur CGTN Français.